suivent la mort de Jules César. Avant que la vidéo commence, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si la vidéo vous plaît. Merci à ceux qui le feront. Et on va commencer sans plus tarder la vidéo. Alors, comme je l'ai dit précédemment, tout part de l'assassinat de Jules César le 15 mars 44 avant Jésus-Christ par un groupe de sénateurs mené par Brutus qui l'assassine en prétextant vouloir sauvegarder la République romaine. Parce que oui, Jules César, après avoir vaincu Pompée, s'est nommé dictateur à vie de la République romaine, c'est-à-dire qu'il concentrait tous les pouvoirs. Et le Sénat n'aimait pas être relégué dans un second rôle. Alors, Octave est nommé héritier de César dans le testament de ce dernier. Octave est alors âgé de seulement 19 ans et il va s'allier avec Marc-Antoine, qui est un fidèle général de César, ainsi qu'à un certain Lépide, pour former le second triumvirat. Un triumvirat, c'est une alliance entre trois grandes personnalités de Rome. Le premier était formé de César, Pompée le Grand, et le dernier c'était Marcus Crassus, l'homme le plus riche de la République romaine. Alors leur objectif est d'éliminer Brutus et tous les conjurés qui ont osé assassiner César. Alors, c'est après la bataille de Philippe en 42 avant Jésus-Christ que Brutus et le reste de ses forces sont écrasés. Mais rapidement, il y a des difficultés dans le triumvirat. Après la défaite des forces républicaines, l'Empire romain, enfin la République romaine est divisée. D'un côté, il y a Octave qui possède l'Occident et Marc-Antoine qui dirige l'Orient et qui va s'allier avec l'Égypte et la reine, la pharaon Cléopâtre, qui s'était tapé César juste avant, enfin avant que ce dernier meure. Et vous verrez, c'est pas la dernière fois que Cléopâtre va essayer de gérer un des cas de César. Je vous passe les détails. Une guerre éclate entre Lépide, Octave et Marc-Antoine. Lépide, je passe pas trop sur son sort parce que il meurt rapidement en fait. Et c'est après des années de guerre que la bataille d'Actium arrive aux alentours de la Grèce. Les forces d'Octave menées par son fidèle Agrippa, son plus proche ami et son meilleur général, écrasent la flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre, qui arrivent à fuir mais qui se suicident en Égypte, marquant la fin de la période de troubles romaine et l'arrivée au pouvoir de Auguste. Mais ça ne s'est pas fait immédiatement. Il fallait que Octave dirige Rome et que la guerre civile ne se reproduise pas. Alors il va, au fur et à mesure de la guerre, enfin durant la guerre, et après celle-ci, il va concentrer de plus en plus de pouvoir. Il va se faire, entre guillemets, élire consul, la fonction la plus prestigieuse de Rome, 7 fois d'affilée. Il va également s'attribuer la puissance
27 avant Jésus-Christ qu'une scène un peu drôle va se produire. Le 16 janvier, moins 27 avant Jésus-Christ, Octave se rend devant le Sénat et décide de rendre tous ses pouvoirs à ce dernier. Mais ce n'est qu'une mise en scène car le Sénat va implorer Auguste de reprendre ses pouvoirs et de diriger Rome. Le Sénat lui confère alors le titre d'Auguste et lui accorde le contrôle de la plupart des provinces. C'est-à-dire qu'Auguste va se garder pour lui les provinces les plus difficiles et les moins prospères, parce que c'est dedans que se trouve la majorité des légions romaines, et il attribuera au Sénat les régions pacifiées pour limiter le risque de rébellion, et ainsi s'attribuer le soutien quasi total de l'armée. On appelle alors ce régime le Principat, qui est en fait une monarchie déguisée en république. Auguste ne se présente pas comme un empereur ou un roi, mais comme le princeps, c'est-à-dire le premier des citoyens, parce qu'il tient sa légitimité du peuple. On a donc un principat dirigé par Auguste, où il concentre à la fois les chefs de l'armée, dirige le tribun à vie, donc en gros ce sont des sortes d'assemblées du peuple, et le titre de grand pontife, qui est le terme désignant le chef de l'église, enfin de la religion romaine. Auguste va, pour asseoir son pouvoir, va mener une politique très audacieuse, que ce soit sur le plan politique, militaire, économique ou social. Alors on va commencer avec les réformes militaires. Tout d'abord, à la fin de la guerre civile romaine, il y a énormément de soldats. Et ces soldats coûtent très cher dans l'entretien. Auguste va alors réduire leur nombre à 25 légions, qui est à peu près égal à 300 000 hommes. Il va donc mettre en place des légions permanentes pour maintenir l'ordre à Rome et fonder des colonies militaires pour récompenser les guerriers vétérans et en plus de ça, s'assurer de la sécurité des frontières de l'Empire. Il va également créer la garde prétorienne qui, à l'origine, est une garde d'élite de l'armée romaine où tous ces hommes sont recrutés en Italie et qui a pour but de protéger l'empereur romain. Il va également faire plusieurs réformes administratives
tout ça, Auguste se présente comme le restaurateur de la paix après des années de guerre civile et de désastres pour Rome. Cette politique de Auguste, on va l'appeler la Pax Romana. Mais comme tout homme, Auguste n'est pas éternel. Il lui faut un héritier, ou sinon la guerre va reprendre pour trouver son successeur. Tout d'abord, Auguste adopte ses petits-fils Caius et Lucius, mais les deux vont mourir avant de pouvoir atteindre l'âge adulte. Il va finalement se tourner vers son beau-fils Tibère, qu'il va adopter en 4 après Jésus-Christ. Mais disons qu'ils ne sont pas forcément en bonne relation. Tibère était un peu la 5e roue du carrosse. Il n'a jamais eu de grand rôle dans la famille des Julio-Claudiens et il a rarement pris des décisions par lui-même. Auguste et le reste de la famille préféraient digérer, décider à sa place. Au final, Auguste meurt à l'âge de 76 ans, le 19 août de l'an 14 à Nola. Il est l'empereur qui a régné le plus longtemps sur l'Empire romain avec 40 ans de paix et il va avoir le droit de superbes funérailles. Son corps va être transporté à Rome où il reçoit de grandes funérailles. Il va également être divinisé par le Sénat, devenant alors le Divius Augustus. Tibère hérite donc de l'Empire romain de son père adoptif. Mais disons que passer après le plus grand empereur romain que Rome n'ait connu ne va pas être simple pour lui. On dit que le règne d'Auguste était l'âge d'or de l'Empire romain, ou alors l'âge d'or augustéen. Pour conclure cette vidéo, Auguste est bien plus que le premier empereur de Rome, parce que au-delà d'être empereur, il est celui qui a transformé en profondeur la société romaine, consolidé un empire et marqué le début d'une nouvelle ère pour Rome. Mais comme nous l'avons vu, son héritage est très très fragile et un rien peut péter. Entre le Sénat qui n'aime pas forcément ne pas avoir beaucoup de pouvoir et encore quelques tensions dans les provinces impériales et aux frontières, notamment en Germanie, ainsi que chez les Parthes en Orient. Est-ce que Tibère sera à la hauteur de l'héritage qu'Auguste lui a légué? Est-ce qu'il doit être capable d'avoir un règne, on va pas dire égal, mais respectable? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'aimerais que vous me dites si j'ai des choses à améliorer sur mon storytelling, sur la sensibilité du micro. J'ai glissé quelques triggers en plus du whispering. J'ai pris une plaquette de médicaments, des pilules et du polystyrène. Mais je ne savais pas si je devais en faire beaucoup ou non.
n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo, enfin de cette série.